Coucou tout le monde, nous voici pour la nouvelle vidéo du jour et ça va être un update lecture assez conséquent parce qu'on va devoir rattraper 2 semaines et étant donné que je me suis remis à la jeunesse, et ben forcément le chiffre a un petit peu augmenté comparé aux autres mois. Donc ça fait un total de 24 livres avec pas mal de BD, de petits romans, mais voilà, j'avais besoin de ça pour me remettre un coup de boost. J'avais besoin aussi de me remettre dans la jeunesse parce que c'est vrai qu'en tant que bibliothécaire jeunesse, c'est un petit peu compliqué de dire que ça fait un petit moment que j'ai pas lu. Donc je suis bien contente parce que j'ai fait d'excellentes lectures, j'ai relu des livres que j'avais lus quand j'étais très très jeune, donc j'avais 14-15 ans. J'ai fini des séries, du coup, que j'avais pas fini avant. J'ai continué des séries que j'avais commencé, mais que j'avais pas forcément envie de terminer. J'ai lu des livres que j'avais très envie de lire depuis très longtemps, et puis j'avais pas eu le temps ni rien. Et voilà, c'était vraiment un très très bon moment passé là, ces 2 semaines. Et la dernière semaine du mois de mai promet aussi d'être très très bonne vu les livres que j'ai en cours. Alors, on va commencer par ordre chronologique. Du coup, je vous avais laissé le dimanche 10 un petit peu en vous disant que je pouvais pas faire de vidéo la semaine d'après parce que justement nous partions. Et du coup, le lundi ou je crois le dimanche soir, j'ai recommencé, on va dire, repris Les Gardiens de Baguette Magique de Tiffany McDaniel chez les éditions Saga, enfin Gallmeister, dans la collection Saga. Et donc c'est un roman que j'avais commencé il y a un petit moment et je m'étais arrêtée à 235 pages, donc un petit peu moins de la moitié. Et parce que c'est vrai que j'étais pas trop dans le mood d'une histoire qui est quand même très jeunesse mais très très fantastique, donc il y a énormément de choses qui sont inventées et qui me parlaient pas trop au moment où je l'avais commencé. Et du coup voilà, je l'ai relu le 11 mai. J'ai vraiment beaucoup aimé du coup cette fois-ci, donc je suis très contente de lui avoir donné une deuxième chance. Et je l'ai tellement aimé que du coup j'ai acheté le tome 2. Et le tome 2 sera lu mercredi prochain, donc mercredi 27. Il sera lu et voilà, parce que au final, j'ai plutôt bien aimé comment ça s'est développé ensuite. J'ai commencé à vraiment m'imprégner de tout l'univers qui est quand même assez original, des dodos qui se transforment en dragons, notre jeune fille qui est chapelière et qui du coup dans cette nouvelle école de magie est venue avec tout un tas de chapeaux parce que sa tutrice, sa tante a été enlevée. J'ai réappris à aimer cette histoire qui au début ne m'avait pas beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était quand même très très loufoque et ça l'est toujours, mais je pense que j'étais juste pas dans le bon mood pour lire quelque chose d'aussi loufoque. Et là ça a été le cas, donc je vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que ce serait faux, mais je trouve que c'est une parfaite manière de lire autre chose que Harry Potter, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ah voilà, il a beaucoup aimé Harry Potter, qu'est-ce qu'il pourrait lire, ou il aime bien Harry Potter mais c'est trop compliqué, etc. Je pourrais facilement les envoyer là-dessus parce que voilà, ça va être une jeune fille qui va aller dans une école vraiment tarabiscotée, une école à controverser parce que avant cette école utilisait des animaux pour faire de la magie. Et cette année, il va y avoir une certaine révolution parce que maintenant, ça sera interdit. On pourra utiliser que des plantes, des fruits, des choses que la nature donne. Et du coup, il y a beaucoup de controverses. Il y a des personnages qui sont très très proches de Malfoy, hein, ceux qui s'estiment être de sang pur, qui estiment que la magie doit être comme ça parce qu'elle a toujours été et qu'elle ne doit pas changer. Donc elle va se confronter à des personnages qui sont vraiment très très antipathiques. Et elle va être à la fois inquiète mais aussi assez optimiste, surtout avec son ami qui fait beaucoup penser à Ron. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne histoire. Je suis contente de lui avoir donné une deuxième chance. Attendons maintenant de voir ce que va donner le tome 2. Ensuite, j'ai lu une petite BD au travail, comme ça, parce que je voulais lire un petit peu ce que je présentais. Et donc, ça s'appelle Chamoche, tome 1, J'aime pas ma famille, de Caroline Soucy.
Donc c'est quand même assez proche des BD comme Mortel Adèle, comme Ajax, comme les romans aussi de Tête de Fesse. Mais c'est quand même assez drôle. On a une petite famille qui va adopter un chat. Ce chat n'est pas forcément très gentil. Il n'a pas forcément envie d'être avec des humains. Donc voilà, le chat antipathique qui veut régner sur la Terre, qui estime que les chats sont la race supérieure, que les humains sont les esclaves. Voilà, c'est toujours aussi drôle. Bon oui, je lui ai mis un 3 sur 5. C'est drôle, mais c'était pas non plus exceptionnel. Les gags n'étaient pas non plus hyper recherchés, mais ça passe un bon moment. Je pense que pour les enfants, ça passe très très bien. Mais pour moi, je pense que c'était du vu et du déjà vu déjà. Ensuite, j'ai lu un petit livre que j'avais très envie de lire parce que j'aime beaucoup cette autrice et parce que j'aimais bien la démarche de cette série. J'ai lu enfin c'est le troisième tome du club extraordinaire, du club des nageoires et des carapaces extraordinaires, donc le club des NCE. Donc c'est Nadine de Bertoli qui écrit ça chez Gulfstream Editor. Nadine de Bertoli, j'avais beaucoup aimé ces deux livres, La maison aux 36 clés et La maison au secret, je sais plus exactement, ça fait très très longtemps que je les ai pas lus. Mais je les ai dans ma bibliothèque. Enfin bon, j'avais commencé du coup cette série je trouvais très très importante parce que du coup ça parle de la pollution des eaux, des plages, des barrières de corail, etc. Des animaux en détresse. Il y avait un tome qui s'appelait Le baleineau perdu, donc c'est voilà c'est des enfants, ces enfants animaux. Donc on a une tortue, on a un chirurgien, on a une raie, un crabe et le poisson coché. Et en fait, voilà, ils vont former un petit club qui vont se battre contre des choses à leur manière et à leur taille. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, c'est sur la pollution des eaux, donc plus particulièrement les courants de déchets qui se déportent et qui traversent la mer, et aussi un courant de gaz suite à une épave de sous-marin qui s'est détérioré au fil du temps et qui a du coup libéré dans la mer tout le gasoil, le pétrole qu'il avait dans ses moteurs. Et donc ils vont devoir faire face bien du coup à deux problèmes, donc cette fameuse fuite du sous-marin et la fameuse marée de déchets qui va malheureusement s'en prendre à la petite tortue que nous voyons juste là. Donc je trouve que c'est une série qui est vachement bien faite. De toute façon, la collection premier roman chez Gulfstream Editor sont vraiment super bien. Il y a énormément de choses qui se sont développées depuis. On a notamment La forêt des grosses truffes que je trouve vraiment magnifique. Il y a notamment l'inspecteur O. Il y a aussi là, il y a pas longtemps, c'était les légendes du royaume d'à peu près, je crois. Tout ça, je vais essayer de les lire dans pas très très longtemps pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que ces premiers romans sont vraiment géniaux parce qu'il y a toujours une histoire, une morale qui est transmise. Comme là dans cette série pour la protection des océans, comme La forêt des grosses truffes, et bien pour la protection de la forêt et de ses habitants. Donc il y a toujours de très très bonnes choses dans cette collection. Et voilà, je suis très contente d'avoir lu tout ça. Dans cette série, il y en a 4. Ça, c'est le tome 3. J'avais lu le tome 4. Et le tome 4, c'était avec des crocodiles, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai lu 3 BD qu'on a reçus au travail, qui sont des nouveautés sans vraiment l'être. C'était surtout une délocalisation. Et c'est une trilogie de BD qui m'a beaucoup surprise et que je vais faire lire à mon mari. C'est totalement sa came. Il s'agit de Yin et le dragon, le tome 1, Créature céleste, de Marazano et Xu Yao, chez Rue de Sèvres. Donc lui, j'ai le tome 1 à la maison parce que je vais lui faire lire. Donc c'est une histoire qui est originale pour moi et qui n'est pas habituelle, parce que c'est vrai que la mythologie asiatique, c'est pas quelque chose dont je me plonge facilement parce que manque d'expérience, mais vous verrez qu'il y a un autre roman aussi qui tire de la mythologie asiatique et qui m'a un petit peu perturbée aussi, mais parce que je n'ai pas l'habitude. Et alors que par exemple, je vais faire lire ça à mon mari, lui il connaît déjà beaucoup de choses parce qu'il s'y intéresse énormément.
Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé cette BD. Je l'ai mis en coup de cœur aussi au travail. Donc on va suivre une jeune fille qui habite du coup dans un petit village de pêcheurs aux abords de Shanghai en 1937. Et cette petite fille est avec son grand-père. Ses parents sont décédés. Son grand-père est pêcheur. Et voilà, pour survivre, il est obligé de pêcher, donc de partir tôt et de beaucoup travailler. Et sa petite fille aimerait beaucoup partir avec lui. Mais son grand-père ne veut pas trop parce qu'il estime que c'est dangereux. Et donc, à un moment donné, la petite va décider coûte que coûte d'aller avec son grand-père dans le bateau. Et durant cette sortie en mer, ils vont tomber d'une certaine manière, je ne vous dirai point, sur un dragon doré. Donc qui est une mythologie, voire même, je crois même que c'est un dieu. Donc nous allons voir l'aventure de ces trois personnages-là, plus d'autres qui vont venir se greffer, mais c'est vraiment eux. Elle veut absolument s'occuper du dragon, le grand-père ne veut pas parce qu'il en a peur, et au-delà de cette histoire purement fantastique, on a tout un contexte historique qui est l'invasion de la Chine par les Japonais. Donc je crois que c'est à partir du tome... Non, c'est à partir du tome 1, où on voit justement les Japonais du coup débarquer à Shanghai. Donc ça va être un contexte politique quand même assez compliqué quand même, parce qu'il y a la guerre, il y a pas mal de répression. Et donc, voilà, donc c'est sur ces 3 tomes, cette histoire va parfaitement s'installer, je trouve. J'ai lu avec énormément de fluidité ces 3 tomes. C'était vraiment très bien expliqué. Et voilà, je trouve que c'est une très belle histoire. Mon mari, je pense, va beaucoup aimer. Et surtout, ça m'a ouvert l'appétit, justement, sur cette mythologie asiatique que je ne connais pas. Parce qu'ils vont notamment faire l'histoire des empereurs et de l'impératrice de Jade. Et de tout ce qui est après la mort, on va dire. Chose que je ne connais pas du tout. Donc, à voir si je tombe sur d'autres BD qui pourraient m'expliquer un peu plus ce côté-là de l'histoire que je ne connais pas. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je lis quand même des BD sur la mythologie asiatique. Là, très récemment, il y avait la légende d'Akutaku. Mais jamais vraiment sur les dragons. Donc là, c'est chose faite. Je connais une petite partie de cette mythologie. Ensuite, après avoir lu ces 3 volumes, j'ai fini une série. Et oui, j'ai fini une série. J'ai fini les Whisperwicks, donc la clé de Dédalum de Jordan Lees chez Ozu. C'est un 3e tome vraiment très bon. Je m'attendais pas à une fin aussi explosive, aussi mature, aussi fantastique. Il y a énormément de choses dans ce 3e tome. J'ai beaucoup aimé. On va beaucoup voyager. Il va y avoir quand même une quête qui va se dérouler en 3 étapes. Parce que pour aller chercher la clé mystérieuse, il va falloir qu'ils aillent trouver 3 sœurs différentes. Et chacune de ces sœurs va leur faire une épreuve pour qu'elle leur délivre un secret. C'était vraiment franchement bien mené, bien mieux même que le premier et le 2e. J'avais même dit que le 2e avait été meilleur que le premier, et là je dirais que le 3e est meilleur que les 2 derniers du coup. C'est un très bon final. Je pense que ils n'ont pas menti sur toutes les éloges qu'ils ont fait sur ce 3e et dernier tome. Il y a eu un certain retournement de situation que j'ai vu venir parce que c'était un petit peu logique dans la démarche de l'auteur avec ses personnages, mais c'était pas gênant parce que c'était quand même assez bien mené. Voilà, je trouve que c'est une très bonne série de fantastique, de fantasy. En plus, ça se lit extrêmement vite parce qu'il fait quand même, il fait quand même 740 pages. Je pensais du coup que j'en avais pour 5h30. En fait, j'en ai eu pour moitié moins parce que ça se lit vraiment extrêmement bien, extrêmement vite. C'est beaucoup plus fluide que les autres tomes, bien que les chapitres sont tout aussi longs. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment très bien fait. On va découvrir de nouveaux peuples, on va découvrir de nouvelles façons de voyager, des nouvelles façons de se mettre à l'épreuve. Donc nos personnages vont encore bien grandir, vont encore bien apprendre de nouvelles choses. Et on a ce fameux final
où on se dit ah ça fait caguer parce que bah, c'est fini et qu'on n'aurait pas voulu que ça se termine comme ça, mais on est quand même d'accord avec la décision des personnages parce que ça paraît la plus sécuritaire pour tout le monde. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Et puis voilà, si vous avez la série dans votre palle, vous pouvez y aller les yeux fermés. La suite est vraiment excellente si le tome 1 ne vous accroche pas trop ou si elle vous perd. Tout expliqué au fur et à mesure en fait des tomes. Ensuite, je me suis fait un petit kiff personnel. J'avais envie, voilà, de lire des trucs très légers. Et en fait, j'avais commencé déjà la série Charamba, Hôtel pour chat. Et donc, il me manquait, eh bien, de lire les 3 autres tomes. Le premier tome avait été lu. Je crois que je l'ai encore, j'ai le premier tome dans ma bibliothèque. Et donc, voilà, c'était des tomes qui sont vraiment très mignons. Ça parle énormément d'amitié. Vraiment, c'est vraiment le point fort de ces histoires. Et oui, chut, Léon, s'il te plaît. L'amitié est vraiment le point fort dans ces histoires, car on va avoir plusieurs personnages différents qui vont venir se greffer aux personnages principaux, vu que c'est un hôtel pour chat, donc une pension pour chat avec Magda qui est une vieille femme qui va s'occuper de cette pension. Sauf que elle va surtout avoir des chats qui sont à elle, 4 chats qui sont juste là. Ces 4 chats, on a Couscous, Bobine, Carpette, et lui c'est Milo, je crois. Ou Milo? Non, c'est Milo. Carpette, Couscous, Mulot, c'est Mulot. Et donc voilà, ces 4 chats vont être le porteur, vont porter cet hôtel pour chat, parce que bien évidemment Magda ne peut pas dialoguer avec les chats, donc ça va être eux qui vont les accueillir, qui vont essayer de régler les problèmes s'ils en ont. On va avoir des chats qui vont être terrifiés, vraiment qui vont avoir une terreur horrible des concombres parce qu'il a été persécuté étant plus jeune, et va s'ajouter à ça un personnage dont l'humain est psychologue, et du coup ce chat-là va faire le psychologue du chat qui est terrifié par les concombres. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont venir se greffer. Dans celui-là par exemple on va avoir un carpette qui va vraiment tomber amoureux d'une perruche, sauf que ça va être un peu plus que ça par exemple, parce que on va raconter l'histoire des oiseaux qui sont capturés dans leur état naturel et qui vont être ensuite mis en captivité et vendre et ne vont plus jamais revoir le ciel, juste leur cage. Et donc du coup ça va parler surtout de ça, de la captivité des oiseaux, bien que ça va être quand même tourné vachement à l'humoristique, parce que c'est vrai qu'un chat qui tombe amoureux d'une perruche, c'est pas très souvent. Et ensuite, par exemple, dans celui-là, Couscous, c'est une jeune femelle qui a pour habitude de parler à Albert Einstein, et elle va plutôt l'appeler Bertou. Et donc, ça va être un petit peu l'intello de la bande, grâce à son ami Bertou, soit Albert Einstein, qui va lui apprendre plein de choses sur la science. Et dans ce tome-là, elle va le perdre de vue, et du coup, elle va remettre en cause toute son existence, voilà. Il va y avoir énormément de choses, parce qu'elle a été abandonnée. Donc ouais, ça c'est une photo du fantôme de Bertou. Elle a été abandonnée, et donc elle va remettre en cause un peu sa vie. Est-ce que elle est faite pour être abandonnée? Est-ce que elle est confrontée, elle sera confrontée à ça toute sa vie, etc. Donc voilà, il y a vraiment des traumatismes, des choses qui sont évoquées et qui sont magnifiquement réglées à travers cette bande de chats qui sont amis comme jamais. Et voilà, ce sont des petites histoires qui font à peu près 122 pages. Donc ça se lit relativement vite pour vos enfants. C'est vraiment génial pour les premiers romans, comme pour le club des NCE. Je vous les conseille fortement, parce que c'est vrai que on veut parler de chats, et moi c'est vrai que par exemple à la médiathèque, ce qui sort beaucoup, c'est les BD d'Ajax. Mais dans ces BD-là, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de choses rigolotes, mais pas vraiment de sujets profonds. Alors que là, on a les deux, et ça marche vraiment très très bien. Les sujets sont vraiment très très touchants, et on ne peut que tomber amoureux de cet hôtel pour chats, et on a envie d'y aller pour aller leur faire plein de câlins. Ensuite, j'ai lu quelques suites de séries qui sont parues ce mois-ci, dont le tome 7 d'Ultimage est le dernier tome, je suppose. Je vois pas pourquoi on ferait un tome 8, donc pour moi, je pense que c'est le dernier. Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Mais ce tome 7
va être plutôt bien menée. Je pense que c'est une belle conclusion sur les ultimages, sur la prophétie qu'il n'y aurait plus qu'un seul ultimage. Il va y avoir beaucoup de batailles, de révélations, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir vraiment plein de choses. Je peux pas vous en dire trop parce que c'est un 7e tome, donc vraiment là... Et il y a de quoi faire derrière. Il est beaucoup plus sombre par contre, parce que voilà, l'ennemi de notre jeune Maël va ressembler à ça. Donc il est beaucoup plus sombre parce que l'histoire qui mène, enfin l'histoire de ce personnage est quand même assez sombre, qui ressemble quand même assez beaucoup à Voldemort, dans le niveau de sombritude, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était vraiment très bien. Je suis assez contente de ce final. Je trouve que c'était une suite logique, bien qu'il y a eu, quelques pertes. Mais je suis très contente d'avoir fini cette histoire qui pour moi est vraiment très bien. Mon mari va le lire aussi, il avait beaucoup aimé Ultimage et ça se lit extrêmement vite. On est sur des histoires de 185 pages, mais on a quand même pas mal... on a quand même pas mal d'illustrations. On va découvrir un nouveau pouvoir qui est le pouvoir de la manipulation mentale, chose qui n'avait pas été encore vraiment évoquée dans les autres tomes. Donc voilà, c'est plein de nouvelles choses, d'autres un peu moins nouvelles mais qui se complètent, qui se terminent. Donc voici, voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon 7e tome. Ensuite, j'ai aussi continué la série Brave Pat avec ce 3e tome, donc le Croc de Coupe Rock. Je maintiens mon avis sur le fait que c'est une excellente série de fantasy animalière avec ces petites souris et d'autres animaux qui vont interagir avec eux. Et donc là, bah, du coup, forcément, elle va continuer à chercher les différentes pierres qui sont censées compléter son sceptre et qui va pouvoir remettre le monde dans l'ordre, parce que on en apprend un petit peu plus sur le malheur qui s'abat sur sur leur planète. Il y a différentes failles, ces différentes failles donnent vie à tous les démons qui viennent mettre en danger leur vie. Léon, s'il te plaît. Et donc cette histoire est d'autant plus géniale parce que l'histoire va en grande partie se dérouler dans une bibliothèque. La lecture est toujours aussi fluide, les personnages sont tout aussi bien travaillés, ils ont mûri forcément avec tout ce qu'ils ont traversé et malheureusement ça sera pas fini je pense. Ensuite on a ici énormément d'illustrations comme dans les derniers tomes, mais j'ai trouvé que celui-ci était vraiment magnifiquement illustré. Alors peut-être c'est le fait que ça se passe dans une bibliothèque et que j'adore moi les histoires qui se passent dans une bibliothèque, mais je trouve que c'est vraiment super bien illustré, ça donne envie. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique comme lieu et très bien travaillé. Voilà, je ne sais que vous dire si ce n'est qu'il faut vraiment commencer cette série si vous l'avez. Il faut la lire aussi à vos enfants si vous pouvez. Ils sont pas très longs, ils font 200 pages chacun, mais ça vaut vraiment le coup, même en lecture à voix haute, ça vaut vraiment le coup. Il y a déjà une dame qui m'avait demandé si c'était possible à la lecture à partir de 7 ans. Alors tout seul, non. À partir de 8 ans et demi, 9 ans, je pense que oui. Mais même si à 7 ans, il a envie de découvrir cette histoire, essayez de lui lire parce que vraiment c'est vraiment super bien fait. Il va vraiment voyager, son imagination va être vraiment hyper sollicitée et il va vraiment se régaler. Ensuite, j'ai lu un livre qui me faisait très envie depuis très longtemps. J'ai même acheté du coup toute la trilogie pour chez moi, pour pas très cher sur Vinted parce que j'avais vendu des bouquins. Il s'agit de Shadow House. Donc là, je vous présente l'exemplaire que j'ai reçu, que je me suis acheté, mais sinon je l'avais lu au format poche de la bibliothèque. Donc Shadow House, ça m'a bien replongé dans les romans d'horreur jeunesse. J'ai énormément aimé Shadow House, c'est vraiment très creepy, très huis clos, c'est oppressant, il y a des enfants morts avec des casques, et si tu les enlèves, ils redeviennent normaux, et puis peut-être que non, et puis machin. Donc c'est vraiment génial cette histoire. Je suis très contente de l'avoir pu lire, et du coup je suis très contente parce que la semaine prochaine, je vais lire le tome 2 et 3 du coup, pour continuer cette série qui me fait bien envie. Elle est bien creepy. Vous verrez dans le prochain date lecture, la semaine prochaine je pense,
que les couvertures font vraiment très très peur, le de 2 et 3 aussi. Alors peut-être c'est dommage, j'aurais pu me les garder pour cet automne, mais bon, voilà, là je suis vraiment bien dedans, et j'ai envie de continuer cette série qui est vraiment super bien. C'est dommage parce que du coup à la bibliothèque, en fait, j'étais obligée de m'acheter le 2 et 3 parce que aucune bibliothèque n'avait la suite. Donc c'était bien dommage. Je pensais même que c'était un tome unique. Et puis c'est en fait pendant ma lecture, j'ai regardé s'il y avait des suites. Effectivement, c'est bien une trilogie. Donc c'était vraiment vraiment génial. Donc en fait, on va suivre 5 enfants. Les 5 enfants ont des vies un petit peu particulières. Et ils vont tous recevoir une invitation personnalisée pour se rendre dans une institut, dans une école de musique, dans une école, dans un lieu de tournage. Chacun a une raison un petit peu, enfin, une dénomination du lieu différente selon leur parcours. Et du coup, ils vont tous se retrouver au milieu d'une maison où il n'y a personne, il n'y a pas d'adulte, il n'y a rien de ce qui avait été décrit dans chacune de leurs lettres. Et ils vont se retrouver seuls dans cette maison. Et il se passe des trucs vraiment bizarres. Ils vont enquêter sur le passé de cette maison. Et là, pour l'instant, voilà, on est vraiment aux prémices. Et j'ai hâte, du coup, de découvrir en même temps que ce qui s'est passé dans cette maison. Ensuite, quand je vous parlais de mythologie, enfin de mythologie asiatique, j'ai lu Snow Globe, donc qui est un roman coréen qui est écrit par So-young Park. Donc c'est une dystopie. Post-apocalyptique parce que le monde est retourné à l'ère glaciaire, donc il fait -50, et il y a évidemment l'élite qui vit dans le snow globe et qui a une température tout à fait normale, tempérée. Ils font même une fausse météo parce que sur le dôme, tout en haut du dôme, si vous voulez, il y a des écrans qui projettent un ciel, qui projettent des nuages, qui projettent un soleil. Donc voilà, c'est ce snow globe. Et en fait, tous les gens, tous les autres qui ne font pas partie du snow globe, vivent dehors sous -50 degrés. Ils ont appris à survivre et se sont adaptés, même si parfois, t'es pas forcément adapté à 100%, donc il y a toujours des risques. Et nous avons un côté très compliqué à comprendre parce que en fait, les gens qui habitent dans ce snow globe sont obligés d'être acteurs dans une télé-réalité. En fait, toute leur vie, c'est une télé-réalité. Ils sont forcés d'être filmés H24 pour pouvoir rester dans ce snow globe. Ils sont forcés d'être acteurs. Et il y a d'autres personnes qui sont eux les réalisateurs. Mais ils sont pas acteurs dans le sens où ils jouent un personnage ou ils jouent quelque chose de faux. En fait, ils sont acteurs de leur propre, au sens propre du terme, ils sont acteurs de leur propre vie. Donc en fait, ce sont des gens qui sont filmés H24 dans leur vie de tous les jours. Forcément, parfois, le réalisateur va essayer de rajouter des événements, et pas forcément de la bonne manière, et pas forcément des bons événements, pour faire de leur série la meilleure des séries, parce qu'il y a forcément une compétition entre tous les réalisateurs du Snow Globe. Et on va suivre donc une jeune fille, Shobham, qui a 16 ans, qui, elle, a pour habitude de toujours regarder aussi ces téléréalités à la télé. C'est peut-être le seul point positif, lumineux de cette vie un petit peu misérable, quand même. Parce que les gens qui habitent dehors sont forcés d'aller travailler à l'usine pour créer de l'électricité pour le snow globe. Et en fait, pour créer l'électricité pour le snow globe, ils sont obligés de courir dans des roues, comme des hamsters, pour faire marcher les turbines, et pour que le snow globe ait de l'électricité, et pour que les personnes qui habitent dehors aient accès à la télé et aux téléréalités. Donc c'est quand même un cercle vicieux. Et il y a tout un truc, moi, qui m'a quand même paru très flou et un petit peu compliqué à comprendre, c'est que le Snow Globe est dirigé par une dynastie de familles. Et donc ce sont des dynasties d'inspiration coréenne, et donc les prénoms sont assez compliqués. Même tous les personnages du livre sont coréens, hein, donc, mais c'est vrai que le fonctionnement des dynasties et le fonctionnement de ceux qui sont au pouvoir du Snow Globe m'ont paru quand même assez flou au départ, parce qu'on parle d'entreprise, on parle de famille, on parle de héritage, de création. Il y a vraiment énormément de choses qui sont citées, qui m'ont paru très très floues et un peu compliquées à comprendre. Bien que ça va s'alléger un petit peu au fil du roman, parce qu'on va un peu plus
se focaliser sur notre personnage, sa fuite, sa révolte, les révélations autour des réalités dans Snow Globe. Mais après, le fonctionnement du Snow Globe, il n'est pas encore bien exposé, d'où il vient, comment il a été créé, etc. On en parle un petit peu vers la fin du roman, mais c'était pas super clair. Donc je pense que si je veux éclaircir tout ce point-là qui m'a paru flou, donc le fonctionnement du Snow Globe, qui dirige, comment ils ont dirigé, qu'est-ce que la dynastie, etc. Bref, il faudrait que je lise le tome 2. Mais pour l'instant, j'ai pas été assez convaincu par le tome 1 pour me lancer directement dans le tome 2. Et il faudra que je laisse faire ma curiosité au fil du temps. Je lui ai mis un 3,5 sur 5 parce que justement, j'ai eu quand même un peu de mal avec cette inspiration coréenne, parce que les prénoms sont quand même très compliqués à dire, et puis avec cette dynastie, tout le monde s'appelle à peu près pareil, on rajoute juste un autre prénom, et du coup, tu confonds les personnages. Et du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué, parce que du coup, il fallait revenir en arrière où était expliqué qui était qui, et voilà, c'était un petit peu compliqué, mais parce que, encore une fois, je n'ai pas l'habitude. Vous parlez de ça à quelqu'un qui lit énormément de fantaisie asiatique, et pour lui ça paraîtrait normal, comme nous on lirait d'autres fantaisies si on lit que des fantaisies françaises ou que des fantaisies américaines ou autres. Là vous me mettez par exemple dans le Seigneur des Anneaux, ce sera pareil, ce sera tout aussi compliqué pour moi, parce que je lis pas de high fantasy. Mais là voilà, c'était un petit peu compliqué. Et ce qui a été un petit peu compliqué aussi, c'est le personnage principal. Elle sait que c'est pas très bon ce qui se passe, mais pourtant elle y va quand même. Par égoïsme, mais aussi parce que sa vie elle est pas géniale. Et vous voyez, elle est assez partagée en fait entre l'égoïsme et ce qui est bon de faire. Et malheureusement, parfois, elle fait un peu le mauvais choix. Et du coup, je me dis, mais en fait, t'es naïve, ma cocotte. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Heureusement, après, elle va connaître d'autres personnes qui vont un petit peu lui ouvrir les yeux. Et là, elle va prendre les bonnes décisions. Mais c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de naïveté. Puis de naïveté, elle va croire en des personnes qui, on le sait foncièrement, nous, on le voit, qu'elle est mauvaise. Mais elle, parce qu'elle est aveuglée par sa vie misérable, elle va prendre le parti de prendre quelque chose de mieux. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? C'est ça le problème, et c'est ça qu'elle prend un peu de temps à comprendre. Mais voilà, je pense que c'était quand même une bonne dystopie. Mais bon, voilà. C'était un petit peu... c'était pas la meilleure, quoi. J'ai lu d'autres dystopies qui étaient beaucoup mieux. Mais peut-être que je lirai le 2 parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer pour ce Snow Globe là. En plus, il y a plusieurs épilogues et il y en a un qui m'a bien interpellé. Mais voilà, peut-être attendre un peu. En tout cas, le tome 2 il est sorti il y a pas très très longtemps, donc je vais pas l'acheter neuf parce que voilà. Je pense pas que j'ai envie de mettre des sous dans un livre où je ne sais pas comment vraiment ça va se passer. Voilà, il est sorti le 12 février 2026. Donc peut-être que si je le trouve à un bon prix d'occasion, là, je me permettrai de lire la suite. Mais voilà, là pour l'instant, je préfère mettre un petit coup de frein. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle L'île de minuit. Donc c'est le tome 2, La femme au singe. Donc c'est une BD que j'ai lue il y a un petit moment, le tome 1 forcément à sa sortie. J'ai mis un peu de temps pour me remémorer de quoi il en était dans ce tome 2. Mais voilà, je me suis bien remise dedans. Après, j'ai repris contact avec les personnages, avec l'intrigue principale. J'ai bien aimé, bien que, encore une fois, la fin est beaucoup plus intéressante que le reste de la BD. C'est dommage de faire ça avec les BD où vraiment le tome 1 se finit sur un énorme cliffhanger. On recommence le tome 2 sur des choses un petit peu banales, sur des choses un petit peu lentes. Et puis on retombe sur la fin du tome 2 sur un gros cliffhanger. Donc c'est vrai que c'est un rythme un petit peu en dents de scie. C'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 5. Parce que voilà, je suis un petit peu encore surprise par le fait de faire un rythme pareil où on a trop envie de lire le tome 2 pour savoir ce qui va se passer. Et puis au final, il n'y a pas vraiment de résultats concrets et il faut encore attendre la suite pour avoir vraiment des réponses probantes au tome 1 et tome 2. Ensuite, j'ai lu L'extravagante école de Mélissande Malice de Kat McKinnon chez Pocket Jeunesse. Alors, celui-ci, je lui ai mis un 3,5 sur 5 parce que je vous parlais déjà de loufoquerie avec les gardiens de baguettes magiques.
Mais alors là, c'est encore pire. Du coup, pire dans le sens où c'est encore plus loufoque, encore plus inimaginable. Et du coup, ça m'a rendu la lecture un petit peu traînante parce que c'était beaucoup trop loufoque, beaucoup trop tiré par les cheveux, beaucoup trop de jeux de mots. Voilà, c'était trop de loufoquerie. Tu la loufoquerie. Euh, et du coup, parfois, ça avait vraiment ni queue ni tête. C'était vraiment, c'était trop quoi. Alors, c'est une école de sciences folles. On appelle ça comme ça. C'est de la science folle. Pour le coup, ça l'est vraiment. Hein. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. On peut pas être plus près que ce que le résumé nous annonce. Mais c'était quand même un peu dur à rester attaché parce que eh ben, c'était vraiment trop. Les personnages sont plutôt intéressants à suivre, bien que on a un petit peu des clichés quand même. On a trois sœurs différentes avec trois sœurs avec des compétences différentes, des comportements différents, des passions différentes, et donc chacune va avoir un rôle bien précis dans l'histoire. On va avoir la professeure qui n'est pas vraiment une professeure, mais qui a besoin d'elle pour sauver la ville, parce qu'il y a des sociétés secrètes qui veulent détruire la ville. On a une directrice d'un orphelinat, d'une école, non c'est pas une orphelinat, d'une école de bonne manière, qui est un petit peu louche et on sait déjà qui elle est. Donc bon, pour moi c'était peut-être un peu trop loufoque. Je le conseillerais pas à tous les enfants parce que il faut quand même avoir une sacrée imagination, une sacrée compréhension du texte, parce que parfois c'est compliqué de s'imaginer ce qu'ils font, ce qu'ils veulent dire. Les jeux de mots, faut les comprendre aussi si on connaît pas l'un des deux mots qui est en question. Donc voilà. Donc nous continuons. Alors je filme la vidéo en plusieurs morceaux parce que tout à l'heure mon téléphone s'est éteint. Donc on reprend où j'ai lu deux BD que j'ai eu en service de presse grâce à Annette Gallet. Donc c'est deux BD de chez Jungle, une maison d'édition que j'aime énormément. Donc j'ai lu Fort Trouillard, le tome 1, le Chambellan des murailles de Karinka. Alors c'est une BD qui se veut humoristique, dans le même style que Mortadelle, avec à chaque page ou chaque deux pages un sketch. Et ça va être l'histoire du coup d'une famille qui va rendre visite au grand-père qui, ce dernier, détient un fort. Et parmi ses enfants, le personnage principal que nous allons suivre a énormément la trouille pour tout et pour rien. Et il va avoir une sacrée sainte peur des fantômes, chose qui ne va pas s'arranger au fil des pages parce que dans ce fort, eh bien, il y a bien des fantômes et il va devenir même le chambellan, le roi de ce château et de ses fantômes. Donc c'est une histoire qui est quand même assez drôle, c'est très humoristique hein, évidemment. Il n'y a pas forcément, je pense, de morale bien particulière. Je suis plutôt bien contente de l'avoir eu au format numérique parce que c'est vrai qu'au format papier, j'aurais été peut-être un petit peu déçue de l'avoir payé plein pot. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal, au même titre que Chamoche que je vous ai présenté plus tôt dans ma vidéo. Ça se lit bien. Pour Halloween, ça peut être très sympa de lire des petits sketchs comme ça. Les fantômes sont assez drôles, d'une autre époque, donc forcément, il y a forcément des petites choses qui vont nous faire rire parce qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque comparé aux petits garçons. Donc voilà, je trouvais que c'était bien sympa, c'était bien marrant, ça faisait passer le temps. Et ensuite, la deuxième vidéo, donc c'est Les Passeurs du Temps, le tome 1. Donc ça va être une série aussi, hein, Fort Trouillard, ça sera une série aussi. Et là, c'est par Michel-Yves Schmitt. Donc c'est une série qui se veut futuriste. On est dans les années 2000, je crois, 2500 et quelques. Et ce sont trois enfants qui ont été choisis pour sauvegarder les souvenirs du temps en travaillant dans une bibliothèque et qui justement retient tous les savoirs du temps depuis le début de la civilisation. Et il y a une intelligence artificielle qui les aide, qui les soutient, voilà, qui est un petit peu, on va dire, leur boss aussi, entre guillemets. Et en fait, dès qu'il va y avoir des petits couacs, des problèmes dans l'espace et le temps, eh bien, par exemple, il va y avoir des livres qui vont sauter tout seuls des étagères pour atterrir dans les mains des enfants parce qu'il y a un problème temporel dans l'histoire de ce livre.
Et donc là, ça va être le livre du général de Gaulle. Et du coup, bah voilà, cette BD va tourner autour de la vie de Gaulle, une vie qui n'est pas forcément celle qu'on va apprendre à l'école. Donc on apprend des choses dans cette histoire qui sont, ma foi, très intéressantes et qui sont un vrai plus pour la culture G. Donc c'était plutôt pas mal. C'est vrai que le côté futuriste m'a pas trop plu parce que très gadget, très futuriste. Et c'est vrai que ça, bon, ça m'a pas trop plu, mais le côté historique, j'ai trouvé, était assez bien mené, bien que parfois ça aille un peu trop vite. On nous balance un peu beaucoup d'informations sur le général de Gaulle comme ça, très vite, en petites cases. Ouais, je pense que c'était trop rapide et ça aurait mérité quelques petites dizaines de pages rien que pour emmagasiner les infos de manière plus fluide et beaucoup moins dans la vitesse comme ça, parce que justement, ils sont pressés par le temps, parce que s'ils restent trop longtemps dans le temps, ils risquent de modifier plus qu'il n'en faut. Et du coup, voilà, vu qu'ils étaient pressés par le temps, et ben forcément, les informations qu'on nous donnait, elles étaient vraiment données très rapidement. Donc, il y avait juste ce petit couac-là qui méritait peut-être un peu plus de pages pour que ce soit plus digeste. Ensuite, j'ai lu 2 séries entières et j'en ai commencé une autre. Et puis après, je vous parlerai de mon abandon du mois. Alors, c'est une série que j'ai commencée en 2015. Donc, j'avais 17 ans, donc il y a 10 ans. Un peu plus de 10 ans, ouais, 11 ans, pardon. Il s'agit de In the After de Dimitra Luneta. Donc j'ai retrouvé la chronique que j'avais faite en 2015 sur mon ancien blog. J'avais adoré cette histoire à l'époque. J'avais dit que c'était vraiment le coup de cœur de l'année 2015. Et je n'avais jamais lu le tome 2 de In the End. Je me souviens quand je m'étais installée à Aix, donc à mes 17 ans, juste après, je l'avais acheté, mais je l'avais acheté en anglais. Et j'avais plus beaucoup de sous, donc j'avais pas pu me le racheter en français. Et donc je n'avais jamais lu la fin de cette histoire. Et là, c'est chose faite. Voilà, j'ai lu cette duologie d'affilée. Je veux dire, le premier, je l'ai lu le 20, et le deuxième, j'ai lu le 22. Donc en 2 jours, voilà, c'était vraiment très très bien. Donc c'est une histoire, je réitère mon propos sur le fait que c'était un coup de cœur. J'ai adoré cette duologie, j'ai adoré lire la suite. Le tome 2 m'a paru beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Mais c'est normal, là, l'héroïne va vachement changer, prendre en maturité et va être face à des situations qui vont la forcer à faire des choix, mais ça va lui apporter du bien dans tout ce mal. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc c'est une histoire post-apocalyptique. On est sur des créatures qui vont envahir la Terre. Donc, dit comme ça, c'est vrai que pendant ma lecture du tome 1, ça m'a fait énormément penser au film Sans un bruit. Avec, vous savez, dès qu'il y a du bruit qui est fait, il y a les créatures qui se ramènent. C'est exactement pareil ici. Mais bon, il faut se dire que Sans un bruit, voilà, le film est beaucoup plus récent que le roman. Donc c'est pas péjoratif. Mais j'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est vrai que dans le premier tome, c'est vraiment de la survie pure et dure. On va passer ensuite à une espèce de jardin d'Éden qui cache de nombreux secrets. Ensuite, ici, on va vraiment tomber dans un roman où il va y avoir énormément de violence, énormément de découvertes macabres. Et enfin, on va voir la résolution qui est soit bien, soit pas bien. Faudra le lire. Mais c'était vraiment une superbe histoire post-apocalyptique. Ça m'a donné envie de relire de la dystopie, du post-apo. Et du coup, en juin, là, j'ai fait pas mal d'emprunts dans ce style-là, notamment Avant le labyrinthe. Là, je suis en train de lire Avant le labyrinthe, L'Or de tuer. Et je me régale. Donc, je suis très contente d'avoir terminé cette série de ma jeunesse. Et voilà, je suis très contente du coup de les avoir dans ma bibliothèque. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Et c'est surtout une excellente duologie de post-apo. Alors après, c'est vieux. Hein, ça date... moi, je l'ai lu en 2015. Ça se trouve, il n'est pas sorti en 2015. Il est sorti, oui, 2014. Donc voilà, donc 2014, donc il a 12 ans actuellement. Et le tome 2... Bon, il n'est pas sorti bien longtemps après, je crois. Oui, voilà, 2015. Donc voilà, ils ont entre 11 et 12 ans. Donc il faut quand même avoir du recul. Hein. C'est pas les post-apos qu'on va nous écrire aujourd'hui, bien que moi je préfère les post-apos et les dystopies d'avant.
Pas celle d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas trouvé vraiment encore celle qui me plaît, mais en tout cas, voilà, celle d'avant, pour l'instant, ça me plaît vraiment beaucoup comme à l'ancienne. Et vous verrez peut-être au mois de juin dans mes updates lecture que je vais relire plein de livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune pour pouvoir continuer la série parce que je ne les ai jamais finis. Comme par exemple Promise d'Ali Kondi, donc Avant le labyrinthe. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je sais plus, il y en a d'autres. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette duologie. Si vous l'avez, vous ne perdrez rien à les lire. Ensuite, j'ai lu une autre duologie, là pour le coup c'est de la fantasy pure et dure. C'est Chronique des Dragons de Terre. Voilà, ces livres-là, je les avais dans ma palle depuis janvier, donc c'est un petit peu des reliques. Vu la vieillesse globale de ma bibliothèque, ce sont l'un des plus vieux. Donc c'est une duologie de dragons. Donc on va avoir des dragons qui vivent sur une planète qui s'appelle Chimeria et ils vont envoyer des hordes pour essayer de coloniser une nouvelle planète qui est la planète Terre. Et nous avons du coup ces dragons qui vont essayer de coloniser, de survivre, de créer la vie, de coloniser quoi. Et sur cette même Terre, on a des hommes. Les hommes qui eux, sont un petit peu à l'état primitif, si vous voulez, comme pas tout à fait la préhistoire, mais pas le Moyen-Âge non plus, entre deux, quoi. Très sauvages, et qui vivent de la chasse et de la cueillette. Donc, il va y avoir ces deux peuples-là qui vont se rencontrer, se détester, se lier. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. On est à la fois à la côté des écailleux. Les écailleux, c'est comme ça qu'appellent les dragons les hommes. Enfin, que les hommes appellent les dragons les écailleux. Il y a beaucoup de jeux de mots que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, pour les hommes, ils n'ont pas vraiment un vocabulaire très poussé comme les dragons, donc il va y avoir des échanges aussi là de savoir. Par exemple, les hommes vont appeler les chiens les aboyeurs. Ils vont appeler les chevaux des galopeurs, etc. Donc les dragons, ça sera des écailleux. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent là-dedans. C'est quand même une fantaisie qui est assez haute au niveau complexité parce qu'il y a toute une mythologie avec les dragons. Il y a des déesses draconiques, il y a toute une hiérarchie dans les dragons avec les dragons savants, les dragons de guerre, les dragons doyens, les dragons qui sont des gardiens, donc qui sont supposés être parents. Là, les dragonnes femelles aussi ont une place bien particulière. Donc, c'est vraiment assez complexe et bien complet. Les dragons ont une façon de s'exprimer qui est assez noble aussi. Donc, ça pourrait être, on va dire, comme de la high fantasy, mais pour jeunes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que du coup j'avais l'impression de lire de la fantasy pour plus grands, alors que c'est pour adultes et je suis adulte, mais pour moi la fantasy adulte c'est encore compliqué. Mais je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Alors dans les avis, beaucoup diront que c'est peu développé, dans le tome 1 en tout cas ils disent que c'est peu développé, que voilà c'est trop rapide, etc. Mais tout en fait se développe à partir du tome 2, c'est normal. Enfin, en vrai, vu la taille des deux tomes, ils auraient pu faire un livre de 500 pages, ça aurait été très bien, mais bon, c'est vrai que deux petits livres comme ça pour la jeunesse, c'est bien, il faut pas oublier que c'est de la jeunesse, donc il faut que ce soit accessible. Et ce tome 2 m'a apporté vraiment beaucoup de réponses sur le tome 1. On apprend un peu plus sur le passé de nos personnages principaux, on apprend plus sur la création des mondes draconiques. Mais le seul problème que je dois vous dire, c'est que, comme d'habitude, nos chers éditeurs n'ont pas traduit le tome 3. Donc je n'aurai jamais le final de cette histoire. Voilà, donc je me suis encore embarquée dans une histoire, je pensais que c'était une duologie, parce que sur Babelio, il apparaît que les deux tomes, donc je me suis dit, oh super, il n'y a que deux tomes, mais en fait non, le troisième tome est sorti en VO en 2018, et il n'a jamais été traduit, donc je n'aurai jamais le final. Le tome 2 ne se finit pas sur un énorme cliffhanger, mais il ne se finit pas du tout, de toute façon, donc voilà, je n'aurai jamais la fin de cette histoire, et je suis vraiment très déçue encore que les éditeurs fassent ça. Alors c'est peut-être moi qui débarque vraiment 8 ans plus tard, mais voilà, je comprends pas pourquoi on sort, surtout sur une trilogie, pourquoi on sort que 2 livres sur 3. Voilà, c'est pour un livre, et on va gâcher le plaisir de millions de lecteurs. Ensuite, j'ai lu le fabuleux Tête de Fesse, le dernier tome qui est sorti, donc c'est le tome 7, Drôle d'odeur.
C'est toujours aussi drôle, les dessins sont toujours aussi beaux, même si je pense que dans celui-ci de numéro, je trouve que les dessins sont particulièrement jolis, surtout quand il s'agit de montrer la maison avec le champ, je trouve que c'est vraiment magnifique, les couleurs sont vraiment superbes. Ensuite, il va y avoir la maison ici. Voilà, je trouve que c'est vraiment très beau. Donc la tête de fesse, c'est encore une fois, c'est un chat maléfique qui estime que les chats doivent régner sur le monde, sur toutes les espèces vivantes existantes. Et là, eh bien, on est toujours sur tête de fesse qui estime que les humains sont ses esclaves. Et en fait, il estime même que les humains habitent chez lui, que la maison est à lui et les humains sont des intrus. Et du coup, il va essayer de monter tout un plan avec une bande de putois pour essayer de faire fuir les humains. Voilà, donc c'est toujours aussi très drôle. Ça aussi, ça va être pour mon mari qui se régale à les lire. J'aime beaucoup Tête de Fesse et je l'ai présenté au club lecture et ça fait toujours rire les gamins et ça a toujours un franc succès les Têtes de Fesse comme les journaux de Gertie. Donc voilà, je suis très contente. Malheureusement, à chaque fois, ça passe beaucoup trop vite. Mais voilà, il va falloir attendre jusqu'au prochain. Donc j'espère que la prochaine fois qu'il y aura une sortie, ça sera un autre journal de Gertie qui sont bien plus longs et tout aussi bons. Donc voilà, forcément, ça c'était un 5 sur 5, il n'y avait pas à discuter. Ensuite, pour terminer, je vous parle du coup d'un abandon qui m'a un petit peu contrarié. Il s'agit de Brownie et Arsenic de Astrid Desbordes, donc chez Medium. Donc c'est un petit livre, à ma foi, qui m'a contrarié parce qu'il ne fait seulement 181 pages. Donc autant dire que ça fait même pas 2 heures de lecture et je l'ai abandonné à partir de 70 pages, donc bien avant le milieu du roman. Mais tout simplement parce que la plume était pour moi horrible. Ça se veut du coup un roman jeunesse avec un résumé qui est très prenant. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va à la mort de sa tante ou de sa grand-mère, je sais plus. Sa tante, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère va hériter d'un chat qui habite dans ce manoir bizarre. Et apparemment, dans ce manoir, il se passe des choses bizarres. Donc forcément, moi, ça me tente. Je me dis, c'est trop bien, une histoire de chat avec des manoirs bizarres. Pourquoi elle hérite de ce chat? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chat? Et du coup, même ça m'a pas fait tenir parce que la plume, pour moi, est horrible. Elle se veut super alambiquée. Elle fait des phrases à rallonge. Elle utilise des mots super compliqués. Elle veut faire de la poésie alors que ça ne sert à rien, je veux dire, enfin vraiment, ça ne rend en rien l'histoire plus appétissante et plus fluide. Voilà, je déteste vraiment ce genre de plume qui se veut là. Pourquoi on ne fait pas les choses simplement? Peut-être un petit peu agrémentées, histoire d'apporter une richesse au niveau du vocabulaire, mais faire aussi compliqué, pour moi, ça ne sert à rien. Et je suis dégoûtée du coup, parce que vu que je déteste cette plume, eh ben, j'ai pas pu lire cette histoire. Voilà, alors que le résumé me bottait bien. Voilà, c'est vraiment très dommage de vouloir faire absolument compliqué alors qu'on peut faire simple et efficace. Et pourquoi on veut faire absolument une plume comme ça complexe et alambiquée si c'est pas pour autre chose que se donner un style soutenu. Je sais pas pourquoi c'est, parce que vraiment, ça, en rien du tout, ça aide l'histoire. Donc voilà, je suis vraiment colère, parce que j'aime vraiment pas ce genre de plumes-là, en tout cas à destination de jeunesse. Voilà. Donc voilà, on finit enfin ce de peut-être lecture qui était quand même vachement conséquent. Mais en même temps, bon, voilà, il y a 2 semaines, bon, ça fait à peu près 12 livres par semaine, c'est normal, j'ai lu beaucoup de BD, beaucoup de petits romans, donc voilà. Je pense que ce sera comme ça encore cet été. Et peut-être qu'à partir de septembre, vu que le rythme aura peut-être ralenti, je pourrai me remettre à relire mes grosses pavasses juste ici. Mais pour l'instant, je suis dans mon mood jeunesse, young adulte et je suis très bien dedans. Le mois de juin me fait super envie parce que tout ce que j'ai emprunté au travail et dans d'autres bibliothèques me font super envie. Et ce sont des livres que j'avais très envie de lire mais dont je n'avais pas encore le mood pour. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.